Je bosse dans le milieu de l'internet depuis 1994, depuis bien longtemps, où en fait au début j'ai travaillé pour CompuServe, qui était l'ancêtre d'internet. En 1996 j'ai rejoint le groupe Ziff Davis pour être éditeur pour ZDNet. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi chez ZDNet et j'étais journaliste pour PC Direct, PC Expert, les magazines papier. Et donc là j'avais 18 ans, j'ai commencé à travailler à 16 ans en fait. Et à 19 ans, j'ai fondé ma première société qui s'appelait Net2One et qui au début était une société de service et qui, après 1 an et demi, est devenue un moteur de recherche sur l'actualité qui était un genre de Google News. En fait, c'était une newsletter où vous tapiez des mots-clés et tous les matins, vous pouviez recevoir un email avec toutes les news correspondant aux mots-clés. C'était assez compliqué à monter parce qu'il n'y avait pas le RSS et tout à l'époque, donc il fallait scanner les contenus, inventer des technos qui n'existaient pas. Et en fait, j'ai vendu la société. Donc bon, dans les années 2000, pour ceux qui ont suivi, j'étais un peu mis en avant dans les médias, tout petit peu. Je pense qu'il y avait ma revue de presse mensuelle, elle devait faire ça c'était impressionnant, télé, etc. Et à partir, voilà, et en fait, en 2002, après avoir levé beaucoup d'argent, j'ai décidé en fait de racheter la société à mes investisseurs. Donc en 2004, quand j'ai vendu ma société, je possédais 75% de la boîte, donc ce qui était beaucoup plus sympa quand on vend une boîte. L'histoire, c'est que j'ai vendu ma société Net2One et mon appart à Paris le même jour. Ça s'est fait comme ça. Et donc en une journée, j'ai été voir ma femme, je m'étais marié en 2001. Et je lui ai dit c'est bon, maintenant on peut faire ce qu'on veut, on a juste à choisir quoi. Donc j'ai eu une période de liberté infinie, c'est-à-dire pas d'endroit où habiter, une société vendue dans laquelle j'allais pas rester et voilà, la possibilité de choisir. Et on a décidé de venir là, de venir s'installer là comme ça, librement. Donc on n'était pas israélien du tout pendant 4 ans. Et on s'est installé dans une ville qui s'appelle Ra'anana, qui est pas très loin d'ici, à une demi-heure, 3/4 d'heure d'ici, qui est une ville très calme avec plein de petits pavillons comme ça, plein de palmiers, elle gagne chaque année le prix de la plus belle ville d'Israël, très très propre, etc. Mais tellement calme, un Parisien meurt là-bas. C'est-à-dire que la nuit, je devenais fou parce que j'entendais pas de bruit. Je pensais que j'étais mort, quoi. Donc ça a duré pendant 2 semaines comme ça. C'est assez. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à me faire à ce climat super calme. Et enfin, j'ai même pas mis de temps, c'est que j'ai jamais réussi en fait. Donc pendant 2004, donc bon, ma société, je l'ai vendue à un groupe qui s'appelle TNS. TNS, c'est la Sofres, c'est Codip. Ce sont ceux qui ont un service qui s'appelle Kantar, qui est en fait un service de revue de presse papier. Et aujourd'hui, la revue de presse en ligne, online de Kantar, c'est les équipes de Net2One, c'est mes anciennes équipes qui la fournissent. Donc je reçois d'ailleurs, puisque je travaille avec Xavier Niel, je reçois la revue de presse d'Iliad avec cette techno-là. Donc quand je suis venu, en fait pourquoi je suis venu m'installer en Israël, c'était un pays que je connais très bien, parce que j'ai passé toutes les vacances de ma vie ici. Entre 1 et 2 mois, ici dans une ville qui s'appelle Natania, qui est la ville des Français, où on n'a même pas besoin de parler hébreu pour se faire comprendre du boulanger et de n'importe qui. Je suis venu là justement parce que je voulais un climat plus calme que la ville pour mes enfants, et finalement j'ai trouvé un climat super sympa. Pendant laquelle je suis venu, en fait, j'ai fait des études talmudiques. Moi, en fait, je suis pratiquant depuis toujours. Je suis connu un peu dans le milieu de l'internet pour être celui qui mange pas toujours aux tables de tout le monde, etc. Je suis désolé. Et en fait, j'ai été depuis les années 2000, je me suis perfectionné en fait en études de la Bible, enfin de ce qu'on appelle la Torah, Talmud, etc. En ce moment, j'étudie entre 10 et 15 heures par semaine encore. En 2004, j'étudiais 20 à 30 heures par semaine, donc c'était ultra intensif. Et donc
En gros, j'ai un peu le niveau d'un rabbin français en connaissances voilà, bibliques, historiques, talmudiques, etc. Et la loi juive. Donc je me suis installé et donc pendant cette année-là où en fait j'étudiais, pendant 1 an, j'ai en même temps bossé pour le groupe Lagardère. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Lagardère a une filiale qui s'appelle Selfish, qui est la filiale mobile de Lagardère, qui est vraiment une belle boîte française. Et en fait, Selfish a été fondé depuis l'Europe, mais aujourd'hui le siège, Fabrice Sergent, l'ancien patron de Club Internet, et le PDG et gère ça depuis New York. Et donc Selfish m'a demandé de leur trouver des innovations en fait en Israël. Et c'est ça qui m'a fait rentrer en fait dans le milieu high-tech israélien que je connaissais pas particulièrement en fait à part l'extérieur. Mais donc j'arrivais avec la casquette Lagardère. Ce qui a beaucoup aidé, c'est comme ça que j'ai connu Auriel Ohayon qui bossait à l'époque chez ICQ par exemple. Et voilà. Donc on a bossé sur pas mal de choses. Et la même année, on a voulu lancer Free en Israël en 2004. Ça n'a jamais été su. D'ailleurs jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment su. On a voulu en fait, comme vous savez, en fait, Iliad est le seul ISP au monde. Fournisseur d'accès au monde à avoir développé sa techno de box et ce qu'on appelle c'est d'Islam, c'est-à-dire ce qu'on passe dans les central office des opérateurs, de l'opérateur local. Et clairement, tous les opérateurs télécoms dans le monde travaillent avec des Alcatel-Lucent, avec des Ericsson, avec des Nokia, etc. Free a développé sa propre techno et en fait on avait l'idée de dire essayons de voir si on peut aller vendre la techno aussi à l'étranger pour lancer des clones de Free reposant sur la techno Free. On a voulu lancer ça ici et en fait, ce qui est un truc un peu paradoxal, en Israël, le marché local est très 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 complexe. C'est-à-dire arriver à monter un opérateur télécom ici innovant, c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, bon, je passe les détails parce que c'est une longue histoire. Ça s'est fini avec le ministère des Télécoms qui me dit un jour, on fera la paix avec les Palestiniens, peut-être. Donc, on pourra peut-être rentrer dans l'Europe. Donc, on sera obligé d'accepter de vous laisser monter ce réseau en Israël. En attendant, niet. Donc, on s'est fait envoyer balader sèchement. On devait monter ça en fait au début avec l'opérateur Bezek. Avec eux, on aurait pu le faire, mais après, on n'a pas réussi à le faire avec eux. On a voulu lancer ça avec un opérateur de seconde zone, NetVision. Et au final, voilà, ça n'a pas fonctionné parce que il y a énormément de bureaucratie ici, voilà. Pour moi, ça m'a permis vraiment de rentrer dans le milieu israélien plus politique, où en fait j'ai rencontré des ministres, des choses, etc. pour essayer de faire un peu de lobbying dans le truc. Et bon, on s'est rendu compte que c'est vraiment très très compliqué. Et en fait, c'est aussi ce qui explique pourquoi les startups israéliennes, c'est aussi la première chose, c'est la taille du pays, mais la deuxième chose, c'est pourquoi les startups israéliennes sortent à l'étranger immédiatement. Pourquoi est-ce que quand elles développent un produit, c'est pour être sur le marché américain ou sur un autre marché, c'est que le marché local est très 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 difficile. Donc ça a été une super expérience. Pour moi, j'étais en mode cool. Voilà, ce projet, s'il se faisait, ça se faisait. Si ça se faisait pas, tant pis. C'était vraiment, c'était pas vraiment quelque chose d'important, ni pour moi, ni pour Free d'ailleurs. Et en 2005, j'ai lancé un nouveau service qui s'appelait Zlio. Donc Zlio, au début, c'était un service de recommandation de produits. Donc c'était recommander vos produits à vos amis et gagner de l'argent. J'ai un iPad, je recommande à un ami, s'il l'achète via le lien que je lui ai filé sur Twitter, enfin il n'y avait pas Twitter, mais par mail à l'époque, je gagnerais quelque chose. Bon, on s'est rendu compte que les gens ne recommandaient pas grand-chose finalement. C'est très dur de recommander des produits dans le shopping. Et en plus, si je recommande quelque chose avec le fait que je puisse gagner de l'argent, au final, la personne en face sait bien que je peux gagner quelque chose. La recommandation n'est pas vraiment acceptée, ce qui est complètement normal. Et on a basculé en 2006, on a fait un pivot, comme on dit dans le monde de la high-tech. On a changé notre business model et on est devenu une plateforme de boutique en ligne. Et on a dit, OK, on a agrégé 200 catalogues de marchands en ligne. On a dit, voilà, avec ce catalogue marchand, avec ce gros catalogue, n'importe quel internaute va pouvoir monter une boutique en ligne. Même s'il n'a rien à vendre. C'est-à-dire que, en gros, je veux monter une boutique d'accessoires mobiles.
je vais dans le moteur de recherche, je tape des produits et je vais aller piocher quelques produits d'Amazon, d'Apple, de Dell, de Barnes Noble, en France, de Pixmania, Cdiscount, etc. Et je vais me faire une boutique agrégeant en fait des produits sur une thématique particulière. Et voilà, et si des gens viennent sur ma boutique, je gagne de l'argent, je gagne des commissions sur ce qui est généré. Le service, dès qu'on a basculé, il y a Philippe Lagan qui est là, où je ne vois pas, il est où Philippe? Il se cache là. Voilà, Philippe est là-bas. Voilà, Philippe doit se souvenir le moment où on a basculé, parce qu'il a été un des premiers à en parler sur son blog, etc. Le service a explosé. C'est-à-dire qu'on passait à un service où on gagnait 50 membres par jour, à un service où on gagnait de 500 à 1000 membres par jour. Et donc, il y avait 500 à 1000 nouvelles boutiques qui se créaient par jour. C'était absolument magique. Donc, les gens créaient des boutiques, la boutique du magicien, la boutique du banquier, la boutique de n'importe quoi, agrégeant des produits sur n'importe quelle thématique. Et c'est passé. Donc, le service, d'ailleurs, je crois que Philippe avait lancé une boutique de GPS, vendait des GPS pas chers, quelque chose comme ça. Et voilà, on va prendre l'exemple de Philippe, par exemple. Quand on tapait GPS pas cher sur Google, on tombait sur la boutique GPS pas cher, quoi. Et ça a été… et en fait, quand on a démarré, pendant 1 an et demi, on a eu un référencement naturel qui était absolument magique. Et en fait, notre trafic, on avait 7 millions de visiteurs uniques mensuels, sans dépenser 1 centime en AdWords ou en quoi que ce soit. Et donc, on a attiré la société. En fait, je la finançais seul parce qu'on était 2 à bosser. On avait recruté un petit mec pour gérer le support, mais on était 2 en fait à gérer toute la boîte, un technicien et moi. Et on a eu plein d'investisseurs qui sont venus nous voir, des investisseurs israéliens, des Français, des Américains, des trucs, etc. Ça a été un grand combat entre eux pour savoir qui allait investir dans Zlio, parce que c'était vraiment un service, le chiffre d'affaires. On faisait à ce moment-là, on était 2, on faisait 150 000 € mensuels de chiffre d'affaires. D'accord ? Il faut se rendre compte, c'était vraiment gigantesque, quoi. Et en gros, ça avait 60% de marge brute, 40% de marge brute, ce qui fait que la boîte était super rentable. Et à un moment, moi, je me suis dit, on n'a qu'à rester comme ça, etc. On s'est vraiment fait harceler. Et au final, on a levé 3 millions d'euros, enfin 2,8 exactement, auprès d'un fonds d'investissement qui s'appelait Mangrove. Mangrove est un fonds d'investissement qui n'est pas israélien, qui n'avait jamais fait d'investissement en Israël, mais qui a été le premier fonds à investir dans Skype. Et en gros, voilà, ça a été les gens les plus smart. Ils se cassaient pas la tête, on discutait avec eux comme des copains. Jusqu'à aujourd'hui, on est très très proches, vraiment des gens superbes. Et donc, on a signé une term sheet avec eux. Donc, le term sheet, c'est le pré-accord d'investissement. Et en fait, la petite histoire, c'est qu'une semaine avant, j'avais rencontré une personne que vous avez vue lundi qui s'appelle Yoel Marek, d'accord ? Qui à l'époque était la patronne de Google Haïfa. Et Yoel, en fait, une semaine avant, je vais la rencontrer. Elle venait de démarrer Google. Elle me dit, Jérémy, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer Google Haïfa. Moi, je m'occupais de la partie engineers et j'ai besoin d'un responsable produit. Et en fait, c'est un peu quelqu'un comme David que vous avez rencontré d'ailleurs, qui n'était pas encore du tout là. Et j'aimerais que tu nous rejoignes. Je lui ai dit, mais attends, j'ai une super boîte, c'est Zlio, c'est en train de tourner, etc. C'est pas possible. Et donc, elle me dit, c'est pas grave, on vous rachète. Alors, j'ai dit, ah. Alors bon, moi, elle me dit ça, elle est dans un coin de Haïfa, etc. Je dis, elle a aucun pouvoir, une boîte il y avait 8000 personnes chez Google à l'époque. Bon, donc je la laisse parler, quoi. Je dis, ok, d'accord, quand tu es intéressé, tu m'appelles, etc. Hein. Et en fait, le jour même, on a signé l'accord avec Mangrove. Elle m'envoie un mail, elle me dit, voilà, tu as rendez-vous dimanche matin au Hilton, voilà, l'hôtel qui est au bout là, au bout de la rue. Tu vas rencontrer le patron des acquisitions Europe de Google. Il s'appelle Anil Ng. Il a quitté Google il y a 3 jours. Et en fait, je fais un petit déj avec lui. Et donc voilà, c'était vraiment une petite salle comme ça. On était dans un coin. Très cool. Moi, personnellement, je venais de signer un investissement, etc. Vraiment, je ne pensais pas du tout qu'il allait y avoir quelque chose. Et Anil me dit, me pose plein de questions sur le marché, sur le truc, etc. Et effectivement, il se rend compte que je connais un peu le marché. Et il m'a vu basculer. En fait, je parle 3 langues super couramment. C'est l'hébreu, l'anglais et le français. Et en sortant du rendez-vous, il me fait, est-ce que tu es prêt à te faire racheter ?
Alors je lui dis, ça veut dire quoi être prêt? Il me fait, tu sais, nous, Google, on peut racheter maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Il venait de racheter YouTube. Voilà, le prix changera, mais la différence, c'est que tu prends un execution risk. Donc en gros, si il se passe un problème, si tu dis non maintenant, il se passe un problème dans 1 an, voilà, tant pis pour toi, quoi. Voilà, tu prends le risque d'exécution. Et bon, moi j'ai écouté. Vous savez, bon, j'ai 8 enfants, donc je suis papa et j'ai une famille à nourrir. Donc quand on reçoit des propositions, on les écoute, d'accord? Bon, tout le monde écoute les propositions, mais dans ce milieu-là, il y a des gens qui disent non, c'est pas grave, je suis jeune, je monte ma boîte, etc. Bon, quand on a des frais importants tous les mois, on réfléchit plus. Et bon, et après, en fait, Anil était venu en Israël pour assister à une conférence qui était la Convention, qui est un peu le web israélien. C'est le journal The Marker qui organise ça. Et il arrive en fait, donc après on prend un taxi du Hilton jusqu'à là-bas et on arrive à la salle de conférence. Et il doit parler, il y avait Loïc Lemeur qui était là, bon il est toujours là quelque part, Loïc, Loïc, Anil, etc. Et on demande à Anil Anji quelle est la boîte la plus impressionnante que tu as vue dans les 6 derniers mois. Et il dit devant tous les VC israéliens, devant les plus belles boîtes du monde, il dit c'est Zlio. Et il raconte pendant bien 10 minutes pourquoi on va changer le monde. Là, on va changer la distribution, l'e-commerce 2.0. Donc moi j'étais scotché dans le coin. Au début d'ailleurs j'avais même pas compris qu'il parlait de nous, parce que j'écoutais même pas comme d'habitude, on fait autre chose, voilà, je suis pas. Non pour l'instant, vous avez bien de m'écouter quand même, hein, c'est intéressant. Mais en général on tweet, on truc, etc. Bon. Pardon? Ouais. Et voilà, et en fait, à un moment j'étais assis justement à côté de Yoel qui me dit tiens, il parle de toi là. Bon, et effectivement il a parlé de moi, c'était impressionnant. Je voyageais à Paris la semaine, je reçois un mail le soir, il me dit tiens, il y a le patron de Google Checkout Europe, parce qu'il a failli avoir Google Checkout en Europe, la solution de paiement finalement ça n'a pas eu lieu, qui est de passage à Paris, il aimerait te voir demain. Il s'appelait Jerry Dischler. Voilà, c'est un américain, anglais américain, qui était basé à Londres en fait, et de passage à Paris. J'arrive chez Google France le lendemain, donc j'ai OK, on peut se voir à 15h, etc. J'arrive chez Google France. En fait, je me retrouve avec 10 personnes devant moi. Vraiment interrogatoire, type, voilà, j'avais commis un crime ou quelque chose comme ça. Oui, alors combien vous êtes, c'est quoi, ils m'ont posé plein de questions, etc. Et je dis, mais attendez, mais je suis là pourquoi finalement parce que vraiment, jusqu'à là, j'avais pas compris vraiment s'il allait se passer quelque chose. Et bon, non, il me dit, non, moi, Anil m'a demandé de te poser des questions, donc je te pose des questions. Donc voilà, on a continué, etc. Et après 2 jours, Anil, le patron de l'acquisition, m'envoie un mail et me dit, est-ce que tu peux m'envoyer ton business plan? Alors je lui dis, attends, je t'explique, moi je cherche rien maintenant. On vient de signer une term sheet enfin, le principe de signer une term sheet, c'est qu'on n'a plus le droit de parler avec qui que ce soit. C'est ça, elle sert à ça, la term sheet. On est d'accord sur les termes initiaux. Maintenant, on va rédiger un pack de 90 pages, parce que les investisseurs, ils font à peu près ça. Mais voilà, on est déjà d'accord sur tous les principes importants. Et donc, je lui dis, mais normalement, j'ai même pas le droit de te parler. Voilà, mais dis-moi ce que tu veux. Et il m'envoie un mail et il me dit, voilà, Google est fier de t'annoncer qu'on acquiert Zio. Bon, super. Donc, j'ai un super mail que j'ai. Donc, moi, je revenais ici, j'arrive à l'aéroport jeudi soir, j'ouvre mes mails, je vois ce truc-là, je l'appelle au téléphone, il me dit, appelle-moi pour organiser les discussions sur le prix. Et on fixe un rachat de Zlio, je vous donner toutes les infos, ça va être croustillant. Ça se tweet à mort. Non, là, ensuite, Google devait racheter Zlio 10 millions de dollars, sachant qu'on était 2. En fait, il rachetait 4 millions de dollars la société et nous payer, mon associé et moi, 1 million de dollars par an. Donc, c'est le genre de truc, on réfléchit un tout petit peu, mais pas trop. Voilà. Et en fait, je rejoignais en fait Google Haifa pour un poste qui était un peu plus important qu'un product manager. C'était un senior PM, c'est donc un senior product manager, ce qui en fait, je dirigeais une division Google, qui allait être une division, en gros Google Stores, quoi. On allait lancer concept de boutique au sein de Google. Et en fait, j'ai dit, voilà, on s'est mis d'accord, donc le lendemain, et j'ai dit, par contre, il y a un truc, c'est qu'il nous faut maintenant votre term sheet à vous,
maintenant. Alors il me dit non, nous il nous faut 2 à 3 mois pour que le truc se close. Je sais pas quoi dire. Je dis oui, maintenant vous avez 1 mois pour boucler le truc. Il dit ok, 1 mois, on va tout faire, ça va être ok. Et donc pendant 1 mois, j'ai passé les process de recrutement de Google. On a fait tout au téléphone parce que on n'avait pas le temps de voyager, quoi. C'était trop rapide. Les process de recrutement de Google, des trucs de fou, quoi. C'était vraiment les tests de QI. Vraiment, bon, ils sont rigolos quand même. Et au final, voilà. Pardon ? Tu ne donnes pas les résultats. Hein ? Non, franchement, je sais pas, mais en tout cas, à la fin, ils voulaient acheter, donc je suppose que ça devait être. À la fin, ça s'est très bien passé. Donc, vous allez voir, d'ailleurs, la fin, elle était assez exceptionnelle. Et en fait, donc voilà, tout s'est bien passé. Et maintenant, on attend la signature d'Eric Schmidt. C'est bon, tout est bouclé. J'avais presque ma carte Google qui était imprimée, etc. On attend la signature d'Eric Schmidt. Et je reçois 2-3 jours avant la signature attendue, je reçois un mail en me disant il y a un petit souci, on te tient au courant. Bon, Anil était en fait parti aux États-Unis à Mountain View. Ce qui s'était passé en fait, c'est que une des personnes avec qui j'avais parlé chez Google s'appelait Ben Ling, qui est le patron du e-commerce, qui était le patron du e-commerce de Google, qui est après devenu le patron de Facebook Platform et aujourd'hui est le patron de YouTube. Non, aujourd'hui le patron du search chez Google. Donc un petit truc. En fait, quand une société comme Google doit racheter une boîte, comment ça se passe? C'est qu'il y a une équipe qui s'appelle les Corporate Development, qui sont des gens qui s'occupent de l'acquisition, viennent voir une startup, l'analysent et vont après remonter à la société, aux gens qui bossent, quoi, les product managers, etc. On va dire voilà, on a une opportunité. Est-ce que vous nous donnez votre sponsorship, donc vous donnez votre soutien à ce rachat? Et en gros, chez Google, avec 5, en fonction du montant du prix, il faut un certain nombre de sponsorships. Et ce fameux Ben Ling avait donné son sponsorship pour le rachat de Zillow. Et à un moment, s'est rendu compte que, étant donné qu'il était le patron de l'e-commerce, qu'on allait lancer un énorme projet ici en Israël, en fait a dit non, on rachète que si Jérémy vient finalement habiter à Mountain View. Et vient travailler à Mountain View. Ça, je l'ai su après parce qu'en fait, l'équipe Acquisition Europe, elle n'a même pas voulu continuer le deal si c'était sur ces conditions-là parce que le but, c'était que je rejoigne l'équipe ici. Et donc, Google me dit, problème, on a besoin d'attendre 1 mois supplémentaire pour… ils m'ont pas dit pourquoi, mais maintenant on sait pourquoi, parce qu'ils devaient trouver d'autres sponsors. Et là, la société a en fait décollé tellement que on a annulé en fait la transaction avec Google. Et on a pris les 3 millions d'euros, enfin les 2,8 millions d'euros de Mango. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon execution risk, comme on dit, et que 5 mois plus tard, on s'est fait blacklister de Google. C'est-à-dire qu'en fait, les boutiques Zillow ont été explosées, on a perdu 70% de notre trafic en une journée. Pour quelle raison? Parce que plus de trafic de Google. On ne sait pas. On ne sait pas. Duplicate content, a priori, c'est pas ça parce qu'on avait veillé à ce que ça ne soit pas le cas. Est-ce que c'est des link farm, n'importe quoi? Après, on a tout essayé d'améliorer le truc. Bon, on avait beaucoup d'argent en banque, donc en fait, on s'est dit bon, c'est pas grave. C'est très bien qu'on ait levé des fonds. Maintenant, on va pouvoir. Bon, on avait quand même recruté. On était 2, on était passé à 20-25, quoi. Hein. Donc, on avait monté des bureaux en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. C'était vraiment assez rude. Et en fait, ça s'est passé le 22 septembre, c'est notre 11 septembre à nous, le 22 septembre 2007. En une journée, on s'est fait tuer. Et ça n'est jamais remonté. Enfin, c'est remonté, c'est redescendu, c'est remonté, c'est redescendu. Ça a été un grand zigzag. Et au final, donc, j'ai décidé en 2009, j'ai décidé, avec l'accord de mes actionnaires, de quitter Zillow, d'être toujours le président de Zillow. Donc, il y a toujours une équipe de 3 personnes qui bossent. Parce qu'on a licencié après tout le monde. La boîte est à peine rentable. Enfin, elle est rentable 1 mois sur 2. Mais bon, voilà, c'est plus du tout un business intéressant. Et en fait, donc en 2009, je me suis dit, ok, je vais passer au prochain truc. Il faut savoir que pour la petite histoire, en fait, quand on a failli se faire acheter par Google, j'ai mis ma maison en vente à Ranana. Et finalement, j'ai eu un acheteur quelques jours après l'acquisition a arrêté. Et finalement, j'ai vendu ma maison et j'ai déménagé dans une ville qui s'appelle Bnei Brak, qui est la ville la plus orthodoxe du monde. Voilà, c'est une ville, en gros, c'est une ville de rabbins, on va dire. Voilà, c'est une ville où en fait les gens passent
beaucoup de temps à étudier la Torah, la Bible, etc. Et en fait, dans le monde entier, les rabbins les plus professionnels viennent de cette ville-là. Et donc j'ai décidé de m'installer là. Donc ça me fait un genre de double vie comme ça entre ma vie professionnelle et ma vie perso. Et en fait, chez moi, j'ai pas d'ordinateur. Mes enfants ne connaissent pas le mot internet, ne savent pas ce que c'est un SMS, n'ont pas de téléphone mobile. Ma femme, on a un téléphone mobile. Enfin, ils me voient avec mon truc, ils pensent à un appareil photo, etc. Mais ça les dérange absolument pas parce que dans leur école, c'est la même chose. Les enfants là-bas n'ont pas accès à Internet, ils ne savent même pas ce que c'est et ça les intéresse pas. Ils ont le plus grand à 9 ans. Chacun, il y a un an d'écart entre chaque et le plus grand à 9 ans, donc 9, 8, 7, 6, 5. Ah. Pour l'instant, tout va bien. J'ai décidé, en fait, moi je suis quelqu'un... Ta femme travaille 8 enfants, non. Alors en fait, elle gère une énorme association où en fait on aide les familles, les nouveaux parents. C'est-à-dire que quand on a été nouveaux parents, c'était une période un tout petit peu creuse dans l'époque Net to One, avant que je vende la société. Je venais de me marier, etc. Et en gros, j'avais mal géré mes comptes et j'avais pris trop de crédit sur ma tête en achetant mon appart là-bas. Et je me suis retrouvé un peu sec. Et quand on a eu justement une première naissance, on s'est rendu compte des frais qu'avait quand on a un bébé, le lit, la poussette, le truc, c'est des frais gigantesques quoi, quand c'est pas prévu à l'avance. Et on s'est dit, mais comment font les gens qui n'ont pas un des parents pour les aider ou n'ont pas les moyens ou ne travaillent pas, etc. Et donc quand on est venu ici, la première chose qu'a fait ma femme, c'est de monter une association d'aide aux nouveaux parents. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des poussettes en gros, par centaines par mois, des poussettes, des lits, des trucs, etc. Et on les vend soit à prix coûtant, c'est-à-dire divisé par 3 ou 4 sur le prix vendu dans les boutiques. Les marges dans ce milieu-là sont très importantes. Ou alors, on trouve même des donateurs qui financent une partie. Donc certaines fois, on fait vente à 50 shekels, donc 10 euros, là, une poussette qui en vaut 4 ou 5 fois le prix. Et on se retrouve devant chez nous avec 300 personnes qui arrivent, et, etc. Donc on est très très connus maintenant dans notre ville. Et c'est ma femme à 100% qui gère ça. Donc je dis qu'elle ne travaille pas, c'est un peu faux, mais parce que c'est quand même une association assez lourde à gérer. Parce ce qui est lourd à gérer, c'est les retours, non, la poussette est cassée, tati tata, c'est la pré-vente quoi. On va s'arracher la roue. On a demandé que Google finance une partie, ils ont dit on peut vous mettre des AdSense gratos. Et c'est vrai en plus. Non mais bon en fait au final, en 2009, j'étais absolument pas embêté que le deal Google ne soit pas fait. C'est fou, les gens me prennent pour un fou en permanence, on dit ouais mais attends, t'allais être là. J'ai dit attends, ça m'a évité plein de voyages. J'allais devoir passer quasiment une semaine par mois à Londres. Et voilà quoi, au final du moment qu'on s'en sort bien après c'est pas la peine. Et moi en fait j'adore m'associer à des projets quoi, c'est mon truc. Et donc en 2009 à Brésil j'ai dit tiens j'ai envie de faire ça à plein temps, m'associer à plein de projets. Et donc j'ai dit bon pour que ça fonctionne, moi à titre perso je peux pas financer des boîtes seules, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé plein d'amis business angels en Europe et aux États-Unis d'ailleurs et je leur ai proposé de monter un fonds. Enfin, pas de monter un fonds, c'est de devenir leur gestionnaire de portefeuille. Donc en gros, eux font des investissements. Ou alors, moi, je leur amène des investissements et je leur gère leur portefeuille, leur boîte, je leur occupe de la partie juridique, etc., etc. Bon, en gros, je fais des choses que eux font le soir et ça les saoule le soir en rentrant chez eux. En fait, je leur permettais de gérer mieux leur portefeuille d'investissement. Et ça a eu un énorme succès, ce concept-là. Et à un moment, en fait, ce qui s'est passé dans les discussions, chacun voulait qu'on fonctionne d'une manière différente et tout. Et à un moment, Xavier Niel, donc Xavier, on se connaît depuis 98, donc depuis très longtemps. Xavier me dit, laisse tomber, on fait ça seul et on démarre avec 10 millions d'euros à investir dans des startups. On va monter un semi-fonds. C'est pas un vrai fonds parce que c'est une holding. Donc c'est pas la différence d'un fonds. C'est un fonds, ça reçoit de l'argent de l'extérieur. Au final, nous, c'est fermé.
Et on démarre, on y va, on commence et on verra ce que ça donne. On va se donner, l'idée c'est, donc on a défini un peu la stratégie, c'est on va essayer d'investir dans 100 boîtes en 2 ans. C'était le rythme, donc ça fait une boîte par semaine, ce qui n'existait absolument pas dans le monde à l'époque. Et donc vous devez voir. Donc à ce moment-là, j'avertis mes investisseurs chez Zlio. Il faut savoir que quand on quitte normalement une société avant la fin, la vente de la société, normalement on perd ses parts de la boîte. D'accord ? Nos actions sont bloquées. Et en fait, les investisseurs de mon groupe m'ont dit aucun problème, vas-y fonce, on va bosser ensemble, etc. Et donc voilà, on a fondé Kima Ventures. Donc Kima Ventures, c'est une holding d'investissement qui fait maintenant pas un investissement par semaine, mais 2. On a accéléré le rythme. On reçoit entre 10 à 15 projets par jour de start-up partout dans le monde. On a investi dans 16 pays, dans tous les continents. On a investi dans le secteur internet, télécom, jeux vidéo, mobile. Voilà, en fait, tous les secteurs qu'on connaît très bien. Voilà, on évite d'investir dans le monde de l'énergie, par exemple. En Israël, on a plein de dossiers dans le monde de l'énergie. Mais bon, on ne connaît pas grand-chose en fait à ces trucs-là. Pourquoi ce dossier est mieux que le nôtre ? On n'investit pas dans le domaine médical non plus. Voilà, on veut investir dans des boîtes qu'on comprend, qu'on peut aider et qu'on peut accompagner. Et ça se passe très très bien, quoi. Aujourd'hui, donc, on a 94 boîtes en un peu plus d'1 an. On a été, je ne sais pas si vous avez vu, on a eu, il y a Pascal Emmanuel Gaubry a écrit un article comme quoi on était l'investisseur le plus actif du monde. Et en fait, c'est vrai. Largement, aujourd'hui, même dans le milieu, on est considéré comme l'investisseur le plus actif du monde. Bon, maintenant, c'est pas tout, quoi, d'être investisseur. Le but, c'est voilà, de faire grossir les boîtes, de les transformer soit en très grosse structure, soit en mi-structure, soit se faire acheter très vite par Google. Voilà, j'ai appris la leçon du execution risk, donc il faut toujours prendre des choix, de savoir jusqu'où on veut aller quand on a une société. Nous, comme on investit en amorçage, on investit très tôt. En fait, au final, si une société se fait racheter 10 millions d'euros, c'est un très bon investissement. Ce qui n'est pas le cas du tout pour un investisseur dans le monde du capital risque qui a besoin de sortir à 30, 40, 50, voire en Israël, moins d'un demi-milliard, un VC n'est pas intéressé. Il faut savoir que quand on avait fait les études sur Zlio, on avait fait des réunions avec l'ancien PDG de Shopping.com et pour savoir si Zlio pouvait un jour valoir plus d'un demi-milliard. Bon, c'était oui la réponse, c'était sympa. Mais bon, c'était un peu fou. Mais est-ce que voilà, le marché peut être si énorme qu'on peut faire grossir la boîte ? Sinon, un VC n'est pas intéressé. Parce qu'effectivement, ils ont beaucoup d'argent à gérer, ils investissent dans peu de dossiers et donc il faut que ces peu de dossiers puissent générer beaucoup. Donc on est dans un modèle un peu atypique. Je gère tout seul. On a une assistante place de la Madeleine. On a des petits bureaux place de la Madeleine. Mais qui est en fait une assistante qui gère la holding de Xavier. C'est celle qui gère aussi la participation dans Le Monde, le journal Le Monde, et dans les médias en ligne politiques, Mediapart, Bakchiche, OVNI, etc. OVNI. Donc on a une assistante qui gère la paperasse, enfin tout le truc, mais à part ça, en fait, je gère 100% du deal flow, 100% de la sélection, 100% des choix. Et après, en fait, Xavier j'ai pu faire ma sélection. Xavier tranche, est-ce que oui, donne feu vert ou pas, ce qui arrive dans 90% des cas, quoi. Enfin, en général, ça arrive même peut-être dans plus, mais certaines fois, c'est le deal qui est pas assez bon, la valorisation est trop chère, le truc. Enfin, on essaye de trouver des méthodes où il faut Xavier veut qu'on investisse plus, ou on veut qu'on investisse moins. Enfin, bon, à chaque fois, truc très différent. À un moment, on a fait notre plus gros investissement, c'est 500 000 € et notre plus petit, c'est 17 000. Voilà. Donc, on peut faire tout. Bon, maintenant, c'est sûr, si quelqu'un a besoin de 50 000, on ne va pas lui dire, bah, tiens, prends 100 000 obligatoirement. Je veux dire, ça ne sert à rien. C'est toi qui tweet, alors ça m'a. Donc voilà, donc c'est 100 000 €, c'est 150 000 $ aux États-Unis. On reçoit donc un deal flow qui vient de partout, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a notre réseau de start-up à nous, à tous un réseau d'amis start-upers qui dit cherche des fonds. Donc au final, on se retrouve avec
90 boîtes qui sont un peu partout, avec des ambassadeurs qui disent Kima, c'est un super fonds. Alors, a priori, ils disent tous ça, d'après ce qu'on sait. Et voilà, donc on a aujourd'hui une stratégie en fait de faire. Alors, pour savoir, la vie d'un fonds d'investissement normal, c'est 4 ans d'investissement, 4 ans de sortie. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a pendant 4 ans, un fonds investi dans des startups et ne sort pas ces startups. Et après 4 ans, les 4 dernières années d'un fonds, le fonds n'investit plus dans des startups, mais vend des startups uniquement. Nous, on n'a pas voulu rentrer dans ce mode-là, donc on est dans un modèle beaucoup plus libre, où en fait, on investit, on sort quand on veut, en fonction des opportunités. On a investi en Israël dans une quinzaine de sociétés. Je vais en voir une de nos boîtes juste après. On a une de nos boîtes, par exemple, s'appelle SoOS, qui en fait a monté un service en ligne gratuit qui permet à une PME de gérer tout ce dont elle a besoin. C'est-à-dire sa facturation, son CRM, ses mailings, n'importe quoi. Donc en gros, tout ce qu'une PME peut avoir besoin, c'est un service qui intègre tous ces services gratuitement sur une plateforme. Et il y a quelques services premium qui financent le tout. On est rentré en septembre sur une valorisation X, je ne vais pas vous dire laquelle. Et en décembre, Mangrove, qui sont mes anciens actionnaires chez Zlio, ont décidé d'investir 3 millions de dollars dans la société, qui sont en train de devenir 5 en ce moment, sur une valorisation 5 fois supérieure. Donc en fait, il y a des fois on arrive à transformer une société qui est un peu inconnue, où personne ne connaît dans le monde des startups. Enfin, tout le truc en fait dans le monde des startups, c'est soit on est dans le coup, et là tout le monde se rue sur nous, soit on n'est pas dans la liste des VC, dans les petits papiers des VC, et là on n'obtient même pas un rendez-vous. Et certaines fois, on se rend compte que ce n'est pas du tout la qualité du projet qui font le truc. C'est la qualité du réseau de la personne. Est-ce que je connais, j'ai un copain, j'ai un VC, est-ce que je connais un entrepreneur qui est truc, est-ce que j'ai déjà monté une boîte, etc. Et en fait, Kima, nous, ce qu'on amène, c'est qu'on amène immédiatement un filtre qui fait qu'on on montre au marché, voilà, cette société-là, malgré l'énorme deal flow qu'on a, cette société-là, on l'a sélectionnée. Et là, après, à ce moment-là, là, tous les fonds d'investissement se ruent dessus pour dire, mais attends, mais pourquoi ils l'ont sélectionné? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Donc, on va prendre l'exemple. Quand des fonds d'investissement arrivent dans un pays, n'importe où dans le monde, je vais vous prendre des gens comme Accel, Index, Island Capital, etc. Ils me disent, voilà, tu as quelle boîte sur place que je les rencontre? Comme ça, on a Accel arrive, donc Accel c'est un des plus gros fonds en Europe aujourd'hui et aux États-Unis aussi, enfin, c'est les actionnaires de Facebook, etc. Ils arrivent le 10 août en Israël pour une journée. Il me dit quelles sont tes boîtes que tu veux qu'on rencontre. Voilà, c'est pas tu as quoi à proposer, mais voilà, on va rencontrer celle que tu as sélectionnée. Et quand on a Google, par exemple Google, on fait tous les 2 mois, on fait une revue de portefeuille où en fait ils scrutent toutes nos boîtes et vérifient s'il n'y en a pas une qui les intéresse. Et bon, certaines fois, ils disent oui, celle-là nous intéresse, ils demandent plus d'infos, ils disent non, c'est un peu trop tôt, on verra un peu plus tard. On fait pareil avec Oracle, avec Skype. Maintenant avec Skype, c'est un peu freiné, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Avec eBay, PayPal. PayPal veut racheter énormément de boîtes, eBay veut racheter énormément de boîtes. C'est pas juste ce qui se dit dans la presse, c'est le cas, vraiment sur le marché. Microsoft, Facebook. On a des discussions avec les responsables des acquisitions de Facebook en permanence. Après, on a les opérateurs tels qu'Orange, vous avez rencontré, je crois, Orange Fund, le nouveau fonds d'Orange. Je ne sais pas qui d'entre vous, j'ai vu ça sur Twitter. Voilà. Il n'est pas annoncé ce fonds. D'ailleurs, c'est fou qu'ils vous aient laissé parler parce que ça fait 2 mois que je leur parle. Orange n'a pas annoncé en fait qu'ils avaient lancé un fonds d'investissement interne. On parlait. Il était très bizarre. Il était très. Ouais, allez-y alors. Je vous dis juste que ça n'a pas été annoncé. Et pour moi, c'est un scoop. Voilà, ça n'a jamais été. Orange avait déjà un fonds qui s'appelait Innovacom, qui était un fonds externe, mais là, les gens sont dans les locaux d'Orange avec les équipes d'Orange pour travailler sur des investissements. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Donc, par exemple, tu vois, Jackie, que vous avez dû rencontrer, voilà, on se parle tous les jours, quoi. C'est-à-dire qu'on se parle sur sur les prochaines startups, sur nos startups qui ont besoin de nouveaux financements, ils les rencontrent, ils sont en train de discuter avec plusieurs, etc. Donc voilà, faire rentrer, étant donné que maintenant on a énormément de sociétés, on peut en fait faire de l'économie d'échelle dans nos discussions. Donc quand on va voir, hier j'étais avec le fonds d'investissement d'Eric Schmidt. Eric Schmidt, le fondateur de Google, a un fonds qui s'appelle Innovation Endeavors. Et j'étais avec l'équipe hier.
et on a fait une revue de portefeuille voilà, complète, toutes les boîtes, etc. J'ai une liste de 30 boîtes dans lesquelles je dois en faire des intros, etc. Donc voilà. Vous êtes au board des 414? On n'est jamais au board. On n'est jamais au board pour les questions de responsabilité. Voilà. Enfin, Xavier aime beaucoup. Voilà, il ne faut pas qu'on se casse la tête, quoi. Voilà. Pardon? Il n'y avait pas Internet chez lui. Est-ce que, en dehors de tes enfants qui n'utilisent pas Internet, et les tas de milieux de rabbin dans lesquels précisément, tu n'es pas le seul religieux à utiliser le net à forte dose. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... C'est pas un réseau social le problème. Le problème, c'est le filtrage. J'ai voulu monter un projet comme ça. Ouais. C'est très compliqué. C'est très très compliqué et je suis trop touchy pour l'instant. C'est un sujet sensible. J'ai eu le soutien des plus grands rabbins mondiaux. Il faut voir, le mot rabbin est un terme un peu spécial. Un rabbin, non mais pour expliquer, un rabbin français, c'est un responsable de communauté. Ce qu'on appelle un rav ici, c'est je vais pas dire un gourou spirituel parce que c'est complètement fou, mais c'est un sage, c'est quelqu'un qui étudie du matin au soir, à qui les gens viennent demander des questions du matin au soir. C'est quelqu'un qui dirige rien, il n'y a aucune communauté, etc. Mais ce sont des gens qui, automatiquement, par leur connaissance et leur intelligence, sont devenus des leaders. Donc c'est des gens, par exemple, s'ils donnent un tampon sur un projet, bah c'est tout, ça sera truc. Il faut savoir qu'en fait, dans la ville, il y a des téléphones cachers. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ne travaillent pas ont des téléphones avec un tampon cacher. Voilà, il y a une TEDA. C'est qu'en fait, il n'y a pas de multimédia dedans, il n'y a pas d'internet, par exemple. En fait, le truc, c'est il n'y a pas de télévision il n'y a pas de télévision, aucun de nos voisins a une télé. On ne connaît rien au monde de la télé, on ne connaît rien au monde des chanteurs stars, les émissions d'ici, etc. Je n'en connais aucune. Alors, non, c'est une bonne question. Je suis spécialisé en ce qu'on appelle dîner mamonote, c'est-à-dire ce sont les lois du commerce dans le judaïsme. Et en fait, les lois du commerce sont extrêmement réglementées. Les lois de la concurrence, les lois payer son salarié en retard, etc. Donc on n'a pas l'impression, on pense que le judaïsme peut être folklorique avec des fêtes, des trucs, etc. Mais en fait, 100% est réglementé. Et en fait, toutes ces lois-là s'appliquent à moi, en fait. Donc voilà, je vais pas... on va prendre l'exemple de la concurrence. Une loi de la concurrence, c'est que, imaginons que je sois avocat, j'ai pas le droit d'aller prendre un client d'un autre avocat. D'accord? Si je sais qu'il est déjà client chez un autre avocat en lui disant c'est mieux chez moi. Voilà. Mais voilà, mais même en lui glissant un mot, un truc, etc., ça se fait pas. Donc ça fait partie des choses que. Donc bon, il y a des listes, il y a des gros bouquins. Si ça vous intéresse, je vous donne des références. Il y a pas un résumé? Le judaïsme n'est pas une religion, c'est un mode de vie avec comment on appelle ça, c'est un idéal de vie, pour moi en tout cas. Et c'est un mode d'emploi pour bien vivre en société, bien vivre pour soi-même, bien vivre avec sa famille, etc., etc. Et donc voilà, c'est censé améliorer nos relations avec tout le monde au final. Et moi, effectivement, vous avez un groupe de pèlerins chrétiens qui arrivent, français, il y a plein d'autres pèlerins chrétiens entrepreneurs qui viennent en Israël. À chaque fois, ils me demandent de leur parler pendant 2 heures. On discute, mais on discute religion, quoi, etc. Et voilà, je veux dire, c'est... on est dans le monde orthodoxe. Il faut savoir qu'ici, il y a deux types il y a 2 mondes religieux, en fait. Enfin, il y en a 3. Il y a le monde des traditionalistes, donc assez souple, donc qui s'appuie un peu à personne. Il y a le monde des sionistes religieux, donc ce sont plutôt des gens qui vont aller s'installer spécialement dans ce qu'on appelle les territoires disputés. Certains appellent occupés, certains appellent disputés, certains appellent Israël, certains appellent Palestine. Voilà, chacun son truc. En gros, ce monde de sionistes religieux auquel je ne fais pas partie donne une importance extrêmement grande à la terre d'Israël et à la construction de l'État en Israël. Le monde orthodoxe donne une importance primordiale à la loi juive. Point. C'est-à-dire que si par exemple en Israël on ne pouvait pas appliquer la loi, la loi, la halacha, la Torah, ce qui peut arriver certaines fois parce qu'il y a des vrais problèmes en permanence,
voilà, en gros, on quitterait le pays, quoi. Clairement, on irait voir ailleurs, quoi. Donc, dans le monde orthodoxe, il n'y a absolument aucune discussion politique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. On ne parle pas de est-ce qu'il faut faire la paix avec truc, est-ce qu'il faut pas truc, etc. Alors, bien sûr, on veut la paix avec tout le monde, etc. On prie tous les jours pour la paix, 3 fois par jour. On a une prière spéciale pour la paix avec tous les peuples, etc. Ça, c'est un truc assez sympa. Mais voilà, disons que quand on est à table, les discussions sont très très différentes de tout le monde. Donc voilà, donc moi je fais partie de ce monde-là qui fait qu'au final, donc pour répondre à la question en fait, donc ma vie professionnelle, ça m'aide à gérer mes relations commerciales avec etc. Signer quelque chose avec moi ou avoir une parole avec moi, un accord, etc. Je reviendrai jamais dessus et j'ai une réputation de jamais le faire. Ça, c'est parce que moralement c'est important, mais moralement c'est aussi parce que c'est ça la loi juive, c'est on ne fait pas ça, quoi, point. Donc voilà. Je vais vous dire, il y a un seul gros souci, enfin gros, vous allez être choqués un peu, mais il y a un seul truc qui est embêtant en fait quand on est orthodoxe dans ce monde-là, c'est que dans la loi juive, je n'ai pas le droit de serrer la main aux dames, ni faire la bise. Voilà. Je crois qu'on vous a averti d'ailleurs avant. Voilà. Et voilà. On doit garder une distance. Alors aujourd'hui, il y a 100 ans, on aurait dit ça à tout le monde, ça aurait pu choquer personne. Aujourd'hui, ça choque du monde parce que c'est plus du tout dans les mœurs. Et donc voilà, donc j'ai ce problème permanent où j'essaye de pas vexer, où voilà, j'essaye. Enfin, il y a des méthodes pour éviter le truc, mais voilà, c'est le seul problème. Voilà. Bon, on continue par mail si vous voulez. Avec grand plaisir.